Bonjour, c'est votre cher et tendre théoricien Golddude. Oui, je suis de retour. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur Five Nights at Freddy's, car c'est l'anniversaire de Five Nights at Freddy's 4. Il fête ses 5 ans. Youhou! Et je viens de prendre un coup de vieux. Youhou! Attends, quoi? Aujourd'hui, je vais parler d'un des sujets qui devait être abordé, comme dit dans la vidéo, sur la norme française. C'est en quoi le bordel Sister Location vient plutôt du 4. Mais par une volonté de partir toujours plus loin, vous allez voir à la place le lien entre les opus à tout niveau. On va tout d'abord parler de leur gameplay, mais bon, d'accord, il y aura d'abord une présentation rapide des opus, mais après, il y aura le gameplay. Ensuite, il y aura le lore, et ensuite une explication du bordel, qui est engendré plus par Sister Location, eh ben non, plus par FNAF 4. Mais après, sur Sister Location qui passe si fautif, et qu'en fait, même probablement une généralité de la licence qui est Five Nights at Freddy's. Commençons avec le premier sorti, premier série. Nous avons donc ici affaire à Five Nights at Freddy's 4, le faux chapitre final de la plutôt trop tétralogie Five Nights at Freddy's. Il est sorti le 23 juillet 2015, oui c'est lui qui a 5 ans, après avoir vu sa date de sortie beaucoup raccourcie. Après avoir été prévu le 31 octobre 2015, il aura finalement son DLC Halloween, mais on en reviendra plus tard. Par la suite, il est annoncé donc le 8 août 2015 sur un mail à Noaco, un youtubeur anglophone, Five Nights at Freddy's, pour concorder avec la sortie du premier opus. La boucle aurait pu être bouclée, mais non. On a donc un opus qui n'a pas été de tout repos pour Scott Colton comme pour ses fans. Avec cette sortie, on pourrait dire qu'on a tout. Plus vu que le mystère de l'opus n'a jamais été résolu. Même à l'heure actuelle, ça me frustre au bout d'un moment, bordel, ça fait 5 ans. Oui, qui aurait cru qu'un jeu auquel on joue à un enfant séquestré dans sa chambre pendant 6, ah non, 7, quoi, 8 face à ses cauchemars sous forme d'animatronique aurait pu frustrer et ne pas être compris. Donc, maintenant du DLC Halloween de ce match. En fait, c'est plus une version du jeu Halloween qu'autre chose. Bien qu'elle rajoute certaines choses, cela vient surtout de la 1.1 du jeu, qui est sorti le même jour. Cependant, comme toute version Halloween des opus précédents, ce n'est que visuel, à l'exception, à la limite, de Nightmare Mangle, qui, certes, remplace Nightmare Foxy. L'unique différence vient du bruit de radio assourdissant du personnage, ce qui peut être assez embêtant sur un jeu basé sur le son autre que les jumpscares, mais pour les éviter justement. Maintenant parlons du 5e opus, Five Nights at Freddy's Sister Location. Et oui, pas FNAF World, repose en paix. Lui est déjà bien plus différent avec le premier opus horrifique dans le sens classique du terme, à avoir des flashlights et des vraies nuits qui changent à chaque fois. Par rapport au 4 où c'est plus sur la surface, même si ironiquement lui aussi. À venir, une vidéo sur la fausse innovation de Sister Location. En fait, c'est devenu un chapitre. Voilà. Même un sous-chapitre. Il est lui sorti le 4 octobre 2016, sans jamais avoir été raccourci. Enfin, ça a été sa version mature. Quoi? C'était un troll? Tu te fous de ma gueule? Après, le jeu a toujours été prévu en automne. Ça, pour une fois, Scott s'est tenu, parce qu'en plus, il l'a bien sorti le 7 octobre 2016. Bravo Scott. Hors de la version troll, bien évidemment. Après, maintenant, on va parler du plus gros ajout du jeu. Lui, qui avait déjà 5 nuits et 3 étoiles, faisant un jeu assez complet, se voit rajouter une 6e, mais pas canon, nuit. Et cela serait pour prendre les personnages les plus marquants du match, bien sûr. Enfin, pas trop. Il manque quand même Baby et Dnar. Je dis ça, je dis rien. À la place, on a Yendo, un putain d'historique du jeu, comme LOLbit, mais qui vient aussi de FNAF World. D'accord. Mais bon, pour ça aussi, on a aussi deux styles de mini-rena, 1 et 2, et des bidibabs, les classiques et les électrobabs. Est-ce que c'était vraiment obligé? Bon, on a aussi Bonnet. Mais Bonnet, encore une fois, qu'est-ce qu'il fout là? Et si Scott voulait vraiment faire un 10-20, alors pourquoi il n'y a pas Baby et Ednar, putain? C'est pas canon. Il le dit lui-même.
Après, il y a un autre plus gros souci que je développerai dans la vidéo dédiée à l'Opus. C'est la Custom Night qui ne permet même pas de customiser ses challenges. Comme j'avais montré, tu peux mettre que en easy, normal, hard et very hard. Et voilà, maintenant ça peut être une très belle transition pour parler, bien sûr, du... Remarquez que pour beaucoup de gens, Five Nights at Freddy's Sister Location détruit les gameplays classiques de la franchise telle qu'elle nous a habitués jusqu'alors. Car comme je l'ai dit, à chaque nuit, ça change. Mais regardons du premier au quatrième opus. Eux respectent un même gameplay identique. Enfin, plus jusqu'au 3. Et c'est ce qu'on va voir. Le premier jeu nous fait, dès la première nuit, s'occuper de Bonnie, Chica, Foxy. J'ai oublié Freddy. Bah non, lui, il arrive techniquement, c'est même dans le code du jeu, qu'à partir de la nuit 3. Ah, mais bon, bah le deuxième opus alors. Lui, au moins il est statique. Ah non, le reste des Wizards arrive en nuit 3. Beaucoup de 3, donc du troisième en termes de FNAF. Allez, au moins là c'est figé. Bah non, parce que Springtrap et les fantômes n'arrivent qu'à la nuit 2. À la nuit 1, il n'y a personne. Bon, après, j'avoue, le gameplay du 1 au 3, c'est à peu près le même, avec quelques petites modifications. Par contre, c'est là où le 4, bah, en fait, on est contre Nightmare Freddy, Bonnie, Chica, Foxy. Ça, et non, parce que ça, c'est que pendant la nuit 1 et 4. À 4, pardon. Alors que, justement, Nightmare Fredbear, ou simplement Nightmare, arrivent à leur propre nuit, en attendant, avec la nuit 5 pour Nightmare Fredbear, et la nuit 6, c'est encore Nightmare Fredbear, mais en gros, on tourne avec les originaux. Non, la nuit 7 et 8, c'est Nightmare. Donc, en plus, on a Plush Trap et Nightmare Balloon Boy entre les nuits, quoi. Au final, depuis quasiment le début, on n'a jamais eu véritablement été face à tous les antagonistes d'un coup. Après, c'est même pire dans FNAF 4, vu que bah ils ont quasiment des nuits par personnage, même si pour Nightmare, Fredbear qui a vraiment sa propre nuit, mais Nightmare, ok, j'avoue, il est avec les classiques, que ce soit la nuit 7 ou... Mais justement, c'est de là où on compte une différence par rapport à FNAF 3, de FNAF 1 à FNAF 3. C'est-à-dire que eux, ils ont leur propre gameplay. On reste au même endroit, certes, mais c'est totalement différent. C'est comme passer de l'endroit Private Room de Sister Location à sa Custom Night. C'est exactement le même endroit, mais il n'y a pas exactement la même chose. Et c'est un tout autre gameplay. Alors, par contre, ça, on peut plus dire que vraiment le gameplay de Sister Location est trop changeant, avec même la transition qui nous a été offerte, ou devrais-je dire le 4. Dans ce dernier, d'ailleurs, on voit bien qu'on ne bouge pas véritablement au final. Mais on le fait. Je veux dire, pour aller vers la gauche, droite, ou devant, ou derrière soi, on voit le gamin bouger par rapport au 3, où là, c'est vraiment, on n'a pas tant cette impression. Enfin, autant que passer de gauche à droite dans l'opus principal, c'est-à-dire le 1. Bon, on pourrait me dire que, cette fois-ci, dans Five Nights at Freddy's Sister Location, on marche vraiment, voire on court. Encore une fois, je peux dire pareil avec son prédécesseur. Là, on est avec le point de vue de la chambre, puis celui du couloir, ou autre. Ainsi, on peut alors dire qu'on se déplace dans toute cette carte. D'accord. Mais dites-moi ce qu'on fait vraiment. Je veux dire, je sens dire oui, mais dans FNAF 4, tu passes d'un point A, qui est la chambre, à un point B, qui est l'endroit souhaité. Mais c'est quoi dans Sister Location? Tu vas dans un ascenseur, qui est un point A, jusqu'à aller des Bidibab, qui est le point B, pour devenir le point A. Et de toute façon, encore une fois, le jeu est un train fantôme quasiment. Bref. Je vais démontrer aussi les plus grands mythes avec cette innovation incroyable que serait l'opus. Car en fait, bah non, on pourrait dire des copier-coller d'autres opus. Même s'il n'est pas tant que ça, je l'avoue. Du coup, j'ai essayé de décrypter le gameplay trait par trait. Et déjà aussi à savoir que on pourrait aussi à ce niveau-là considérer Sister Location comme une collection de mini-jeux. Oui, c'est exagéré, mais vous allez comprendre. Nuit 1, c'est exactement la même chose que dans FNAF 3. Tu fais le tour du propriétaire. Nuit 2,
les bidibab. Là c'est innovant, mais il en faut au moins. Mais bon, parce que c'est vraiment si long pour ça. Bah alors, c'est du Five Nights at Freddy's 4, mais dans une ligne droite. Funtime Freddy, c'est du Five Nights at Freddy's 2 craché, mais là tu dois reboot, au lieu de reboot une boîte à musique, c'est autre chose. Foxy, tu prends Wizard Foxy de Five Nights at Freddy's 2 en plus hardcore et tu avances, entre gros guillemets, à part dans El Puente. Bonne, là aussi de l'innovation, deuxième fois. Comme ça, là aussi, comment ça là aussi c'est court? Merde. Bref. Nuit 4, les mini-arenas, on retourne du Five Nights at Freddy's 2 comme avec Funtime Freddy. On reboot quelque chose et en même temps on doit essayer de s'occuper de certains animatroniques. Parce que les deux font les conséquences de l'autre. Voilà. La nuit 5, nous avons le retour de Funtime Ah bah non, il est où? Bon, maintenant, ensuite on a quand même... Baby, et là Baby, tu dois faire la même chose que ce que tu faisais avec Funtime Freddy. Sauf que c'est encore nouveau. Voilà. La réparation d'animatronique est aussi la vraie innovation de cet opus, attention. Ensuite, le mini-jeu de Baby. Je sais pas si on peut dire que c'est si innovant, parce que essayer de faire le mini-jeu, puis trouver qu'il y a un passage secret, ça me rappelle celui du 3. Je dis ça comme ça. Et qu'à la fin, ça vous débloque une petite étoile. Bah, c'est pareil, c'est FNAF 3. Ensuite, si on rajoute le côté avec Ednar, bah là c'est ce qui est même en fond, mais c'est aussi ce qui est complètement rappelé du Five Nights at Freddy's classique. T'es en train de regarder des caméras, tu dois regarder, tu peux éteindre des trucs en haut et tout. C'est du FNAF classique. Et c'est là où il y a sa mécanique innovante et que Scott a essayé de faire une fausse 3D. Ensuite, si on parle de la Custom Night, et ben tout de suite il y a un mode impossible qui a été rajouté après qui s'appelle Golden Freddy avec 10 animatroniques avant. Ça vous rappelle absolument rien? Moi ça me rappelle le défi hardcore de Five Nights at Freddy's 2, même le plus dur de FNAF. Voilà, je l'ai dit. Après avec les derniers gameplays que j'ai cités, qui est ironiquement dit du vrai gameplay, ou comme les précédents, fait avec un lien à Five Nights at Freddy's 4, où tu vas chercher les animatroniques toi-même, sans avoir de caméra. Bah alors, peut-être, peut-on faire encore plus étroit que cela? Eh bien oui, dans l'opus Five Nights at Freddy's VR, puisqu'il ne l'est plus, El Punted, car, comme vous le saviez peut-être pas, c'est initialement un port VR à la licence. 5 niveaux pour 5 nuits sur Five Nights at Freddy's 1, la même chose pour le deuxième match, même si nous avons une 6ème nuit avec les Wizards, et où on peut faire un seuil de difficulté. Oui, ils n'ont pas été rajoutés de base, c'est très sérieux. Bref, pour le dernier opus de l'ex trilogie qui était FNAF, c'est pareil que le premier. Et pour finir, du coup, pour passer sur le thème de la vidéo carrément, Five Nights at Freddy's 4 et Five Nights at Freddy's Sister Location, eux, n'ont pas leur nuit. Enfin, si, mais dans un ensemble de mini-jeux, et où ça peut être séparé, comme Plush Trap ou encore Nightmare Balloon Boy, mais sinon, vraiment, tu peux te retrouver avec Baby de Sister Location, où on incarne un personnage caché dans le placard, ou encore comme dans la Custom Night où on a Funtime Freddy avec la même mécanique et bonnette qui se cache dans la chambre de FNAF 4. Ouais, j'ai fait vraiment le plus étroit qu'on puisse dans les gameplays. Et justement, ça me fait penser à un truc, cette chambre, qu'elle soit visible dans ce qui peut s'appeler FNAF 5. Mais ça, c'est plus niveau secret, et même vous le voyez ici. Je tiens à préciser qu'avant de partir dans les fins fonds du lore de Five Nights at Freddy's, que Scott a assumé son premier et dernier retcon, en bientôt 6 ans de licence qui ne fait qu'en pleuvoir. Je vais donc vous lire l'instant clé, enfin les instants clés. Et ah oui, une définition des plus courtes, un retcon est un changement d'un fait établi. La vérité est que j'ai fait un retcon actuel dans la série. J'ai utilisé SL pour effacer une idée fausse de FNAF 4. Avec tout ça, on peut se dire qu'ils sont faits pour être complémentaires seulement à ce niveau.
Et en y jetant un petit œil, là, ici le mien, il y a beaucoup plus de liens qu'on peut le croire. Je vais donc ici parler des différents easter eggs trouvés en rentrant du Circus Baby Entertainment and Rentals, l'endroit de Sister Location. Le protagoniste se gave de popcorn devant sa télévision, devant l'émission The Immortal and Restless. Mais c'est bien pour tout ça. Mais je préfère donc parler de cette lampe moche là. Elle vous rappelle rien? Eh bien, vous l'aviez déjà compris avec le concept, mais on l'a déjà vu dans Five Nights at Freddy's 4. Juste ici. Ensuite, dans la carte des lieux visibles, grâce à la phase Funtime Freddy, on remarque déjà que c'est absolument pas légendé et surtout à la mauvaise échelle, mais qu'il y a des formes qui semblent rappeler des lieux visités dans son successeur à l'horreur classique. On a aussi la Private Room de la nuit 5 contre Ednar, que vous voyez ici. On peut taper sur le keypad à côté des caméras 1983 pour 1983, qui feront avoir une vision des lieux explorés dans les cauchemars en noir et blanc. Une certaine petite fille qui nous raconte des choses effrayantes dans le 4e opus ressemble étrangement à la principale antagoniste dans l'opus de la filiale Afton Robotics LLC. Justement, dans cet opus, ce serait la fille du créateur, lui demandant si elle l'aurait pas fait exprès pour elle. Avec tous ces liens fastidieux, pouvons dire qu'il y a un bordel. C'est donc maintenant qu'on va voir ce que la vidéo devait être de base. Parce que je vous assure que ça va être encore plus un bordel. Bon, on peut enfin passer sur le thème initial de la vidéo. Il en a fallu du temps. Mais c'est bon, la voilà enfin. Je vais bien sûr parler de ce qui est dit de bordélique dans Sister Location. Et montrer que c'est pas récent. J'ai donc utilisé les critiques de mon cher confrère et connaissance sur Discord, Funky Fruit, car elles sont devenues les critiques même sur l'opus. Numéro 1. Le fait que le jeu dise pas où on bosse. C'est le type de mystère de Scott, il ne faut pas chercher, il a toujours voulu emmêler les pinceaux. Les teasers servent même, oui, à parler entièrement du jeu. C'est con de pas mettre ça entièrement dans le jeu, mais au moins, ça le met dedans. On se souvient du débat 87-83 là-dedans. Le fait que, avant la mage, pas moyen de savoir qu'on jouait le fils de Afton, et pas lui-même, avec sa présentation. C'était quasiment un acquis. Qu'on jouait l'homme en violet, dit William, jusqu'à la Custom Night, avec le It's me, Mike, I did it. Même si Scott a gardé la télé, si on était tu, le nom Sister Location, pour remplacement de la sœur, et maintenant le Mike sur Hand Unit. La fille qui change de design en perdant ses couettes. Le changement de modèle peut être vu comme du simple redesign. Oui, c'est chipoter et se plaindre, mais encore une fois, Scott ne fait que du chipotage, et en plus du redesign en même temps. Les classiques ont été Wizard dans FNAF 2. Ah, je pense que ça suit. Allez, les fantômes, c'est calme. La fille qui chante... la Mike Trap théorie. Ce sera détaillé dans une vidéo à part. La description du côté mystique de FNAF. J'avoue que là, je peux pas sauver. Car c'est la nouvelle direction que Scott a pris pour Five Nights at Freddy's 4. Et oui, car depuis le 4, on a cette idée là avec Fred Plush, qui serait même évoqué plus tard dans mes souvenirs. C'est trop mignon. Oh, je ne peux pas sortir que la subjectivité existe. Car c'est vrai, il peut y avoir des limites. Mais ça sera sur un autre point. Le source caché de The Immortal and Restless. Maintenant, ça serait la relation William-Michael. Le sens de la mauvaise fin. J'avoue qu'actuellement, aucune fin n'a autant cru. Tiens, salut la boîte de FNAF 4. Les choses cachées dans les codes du jeu. C'est un nouveau degré de choses secrètes, plutôt intéressante, et faisant rejoindre les fans entre eux. En plus, je rappelle qu'on a eu ça, les choses cachées dans les codes du jeu. Comment dire que il y avait des choses cachées dans les codes du site.
Et ça, du code source, pardon. Et ça a jamais gêné personne. Non. Les animatroniques sont hantés ou pas? Alors, comme ils se fusionnent en une art avec un minimum de baby hanté, c'est bon. Même s'il y a des théories qui détruisent FNAF 3 pour redorer FPS. Je dis ça, je dis rien. Mais, en plus, si on parle que entre FNAF 4 et Sister Location, on s'en fout un peu avec Edna, justement. Ensuite, les soucis de timeline. Je le sentais celui-ci. Mais à savoir qu'encore une fois, c'est le 4 qui a le plus merdé. Sister Vacation est théoriquement implaçable, sauf si tu laisses une longue durée. Mais son prédécesseur, lui, carrément deux timelines, toutes deux cohérentes et coexistantes. La théorie des rêves comme la théorie de la chronologie des événements. Aucune n'était plus probable que l'autre. Alors que là, tu te dis, c'est entre FNAF 4 et FNAF 3. C'est bon, t'as réussi à le placer. Pas précisément où, c'est un mystère, c'est un bordel, effectivement, mais tu l'as placé. Et c'est déjà mieux qu'autre chose. Ensuite, la renaissance de Michael. Tiens, voilà enfin l'un des plus gros désarrois de FNAF. Michael qui est devenu un zombie. Hey, as-tu vu l'actualité? Oh, maman, je fais ma vidéo là. Puis on s'en fout des Français là, de toute façon. Ça serait horrible s'il y avait un rapport avec des zombies quoi. Ouais, tu as raison. Bref, retournons dans tout ça. Bon, je vais pas dire que dans Freddy Fazbear Pizza Simulator, sa suite, tout est expliqué. Parce que c'est pas vrai, déjà. Mais aussi parce que là on parle entre FNAF 4 et Sister Vacation. Plus, j'avoue que ça semble limite, mais on acceptait bien des enfants fantômes qui hantaient des animatroniques. Vous pouvez me dire, c'est déjà plus réaliste. Mais non, parce que c'est des croyances par rapport aux zombies qui peuvent être scientifiquement créées avec une rage spécifique. Ou le Covid-Bact. Ma mère, contre n'importe quoi. Bref, ce que je veux dire, c'est que ensuite, on accepte William. Oui, Springtrap et William. Mais bon, ça on le verra dans un débat inutile. Mais à l'intérieur du costume, il hante l'ensemble. Il hante également son corps. On est d'accord. Donc c'est aussi un zombie. Ça n'a pas l'air d'avoir des effets, alors qu'à l'époque, Springtrap était vu comme un Frankenstein, voire un zombie justement. Mais bon, passons. Donc vraiment, n'est-ce pas du FNAF? Le réalisme FNAFien FNAF n'a jamais été réaliste. FNAF 2 FNAF 1 qui est selon moi le meilleur lore, nous fait maintenant jouer un mec qui travaille sur une tablette, alors qu'il est toléré que c'est en 1992-93 que le jeu se produit. On a pareil avec FNAF 2, mais voilà. Donc une mini caméra en 1983, c'est possible dans FNAF uniquement. Même si on retire Sister Location. C'est trop stylé. Vous étiez pas en train de dire que c'était mignon de base. Bref, ça c'est chacun son point de vue, donc encore une fois, voilà. Moi je vois ça comme une blague, si certaines personnes demandent. Ensuite, le lien entre les autres FNAF. J'avoue qu'il y a certaines contradictions. Mais bon, c'est une marque de fabrique depuis le tout début de FNAF. Des retcons à foison. Je veux dire, la morsure de 87 était vue comme un acte horrible. Dans sa suite directe, c'est-à-dire FNAF 2, c'est vu comme une excuse. Mais finalement, c'est encore plus retcon avec le 4. Mais tout ça sera vu dans une vidéo dédiée, vous inquiétez pas. Et oui, j'ai beaucoup de vidéos à faire moi. Oui, pour l'idée de ce qu'on avait théorisé, que l'easter egg des caméras sur les lieux de FNAF 4 semble gâcher de l'opus même. Mais il a souvent fait ça, tout ce qu'on avait théorisé avec FNAF 1 et 3, qui avait été révisé par FNAF 4 pour pouvoir en faire des cauchemars. Après, oui, ça fait des liens débiles pour faire des théories. C'est même ce que je fais. Mais c'est ainsi qu'est FNAF. Je rappelle encore une fois, avec le premier opus, on essayait de voir l'ensemble des possibilités de coupables pour cette dite morsure. Sinon, ouais, l'échelle des caméras est très mal foutue. Mais où est le souci en fait? Ça peut juste être une erreur, comme pas mal de choses. Puis bon, c'est pas recherché pour être détaillé. La normalité de trouver la moitié de l'histoire en dehors du jeu.
lui-même. Oui, vu qu'ironiquement, la création de l'histoire vient de tes propres livres, fait à partir de ce qui est dit ou sans entendu en jeu. On se souvient par exemple de théoriser sur le Fredbear Family Dinner dans le 2, sans l'avoir jamais vu, mais juste cité une fois. Une fin à suivre. J'avoue que sur le coup, ça peut être frustrant. Même si c'est bien amené, ça peut aller. Même si j'avoue que sur le coup, là, pas vraiment. La dépendance FNAFienne. Je suis d'accord. Là aussi, chaque jeu était indépendant par rapport aux autres, hors du lien, pour faire l'histoire jusqu'au 3. Car à partir de là, ça a toujours cherché à tout regrouper. Le 3, on récupère les originaux et les toys en fantôme avec le tueur et on brûle tout. Le 4, on regroupe les originaux, les toys, les plus abstraits, on fait des nightmares, comme tous les jeux qui peuvent être des cauchemars d'ailleurs. Puis, encore une fois, FNAF 4 a fait pire. Qu'est-ce qu'il a fait? Des origines. Et ça, c'est des origines, pardon. C'est ça, et le concept trilogesque de FNAF alors. Je veux dire, l'intemporel dit l'original pour FNAF 1, les origines dit les bases pour FNAF 2, et le dénouement dit la fin pour FNAF 3. Et là, ça donne des origines aux origines. Quoi? En faisant une fin en même temps? Quoi? Ah non, du coup, ça parle des origines d'au moins un des fantômes, Golden Freddy, c'est ça? Et là, encore une fois, on ne sait pas si Bind Victim devient véritablement celui-ci. Après, il est vrai que devoir tout savoir, donc devoir rien savoir sur FNAF, rend débile la recherche pour des arrivants. Vous ne savez pas à quel point je galère à expliquer à des arrivants ou à vous des points comme ça de FNAF. Pourquoi ne pas avoir nommé l'opus Five Nights at Freddy's Sister Edition avec Five Nights at Freddy's 5? Il sera officialisé avec Freddy Fazbear Pizzeria Simulator et son FNAF 6 dans les codes. Mais encore une fois, on parle entre FNAF 4 et Sister Edition. Il est possible que Scott ne veuille juste plus numéroter ses jeux. Je veux dire, à l'heure actuelle, il y a encore des débats pour que la suite de FFPS, Ultimate Custom Night, soit FNAF 7 ou pas. Et donc si Freddy Fazbear Five Nights at Freddy's AR Special Delivery mérite le nom de Five Nights at Freddy's 8 ou 9, selon la numérotation de l'UCN. Comme quoi son jeu sort. Par contre, le cas du 4, tu as un numéro, et profites-en toi, qui aurait pu t'appeler Five Nights at Freddy's The Final Chapter. Et oui, on y retourne sur lui. Ensuite, les liens paradoxaux entre FNAF 4, FNAF 1 et The Silver Eyes. J'avoue pour The Silver Eyes, vu que Sister Edition a ajouté le concept de semi-canonisation dont je parlerai une prochaine fois. Je l'ai dit, j'ai vraiment beaucoup de choses à aborder, bordel. Par contre, pour FNAF 1 à 4, spécifiquement sur le 4, c'est expliqué. Mais encore, c'est le 5e opus. Ensuite, avec FNAF World, celui-ci semble déjà avoir des liens avec FNAF 4, depuis ce canon qui se suit. Et ah oui, depuis longtemps, il y a ces retcons. Mais il faudrait bien les assumer un jour. Oui, cela fait de FNAF une histoire mal racontée, mais c'est le cas depuis le début, et voire assez longtemps. Comme FNAF 4, ça a voulu faire le retcon immense entre la morsure de 87 et celle de 83. Et, ah oui, t'en as marre d'être peut-être toi, cher visionneur, c'est ce que t'as fait pour FNAF. On n'a jamais été sûr. Donc, les résultats de Sister Edition. Un plan sans légende, déjà détaillé. Des pièces aux proportions cheloues. Déjà vu, comme des choses comme Mangle. Une discussion entre Afton et ce qui semble des inspecteurs impossible à dater. Et oui, c'est implaçable, mais ça n'a l'air d'avoir aucune conséquence. Oui, malheureusement, ça veut dire que ça n'a plus d'importance. Et qui puisait, tout ce que Sister Edition a est implaçable, à part avec ce dont j'avais parlé une dernière fois. Costume de String Dog dans la nuit 4. Oui, c'est dommage de pas l'expliquer. Comme l'a tout dit de Cheveux dans FNAF 4, qu'on cherche à tout expliquer, je rappelle. Ouais, maintenant, il y a aussi l'obligation de se spoil. Avec c'est vrai que la bonne fin de FNAF 3, par contre, on l'a tous su qu'il fallait appuyer sur des posters et tout. Ou changer les contrôles d'une manette, d'une borne d'arcade. Tout le monde l'a su, ça. La non totale présence des animatroniques. Tout est détaillé dans le chapitre 2. Oui, je fais cette vidéo au fur et à mesure.
Le mystère trop gros. Faudrait savoir. Beaucoup de monde essaye de tout expliquer. Là, ça se plaint. Mais bon, c'est une des bases de FNAF. Vraiment, on n'a jamais été trop sûr et tout. Donc, je confirme que ce soit chiant. Les plus gros soucis de Sister Location maintenant, c'est la suite de trop. Ah oui, c'est vrai que faire des origines à des origines, ça passe. Et aussi détruire la belle fin de FNAF 3 pour en faire une autre. Pour FNAF 4, ça va. Ce qui est arrivé à Elizabeth Afton est de la faute à William. Et de même lui-même. D'accord, oui, on peut dire ça. Mais on peut faire. On a dit pareil pour la morsure de 83 maintenant. Oui, donc c'est pas mieux. Alors, William Afton donne envie de vomir. Alors, que je sache, c'était vu comme un meurtrier. Et on peut rire, mais maintenant on le voit même comme un gentil au fur et à mesure. Je le détaillerai dans une vidéo, mais vous verrez à quel point c'est n'importe quoi. Alors, ça bouge pas, vraiment, d'accord. C'était qui disait avant que ça changeait trop. Alors, et ensuite la communauté cancer qui a émergé. Alors, elle est venue progressivement. Et oui, Sister Location a été un pic. Ouais, c'est très compliqué au final. Maintenant, trouvons des critiques sur le lore de Five Nights at Freddy's 4. Car c'est bien beau de ce Sister Location, mais faisons-le complètement en détruisant le quatrième opus, qui reste pour la plupart dans l'âge d'or de FNAF. Et c'est juste une blague, hein. C'est juste vraiment pour enfoncer le couteau dans la plaie et pour faire comprendre ce que je dis. Le débat inutile de FNAF 4, la morsure de 83 versus la morsure de 87. Je veux dire, comment personne n'a pu pointer ça du doigt sérieux. C'est l'un des plus gros retcons de la licence. Mais c'est passé tranquille. Même en France, ils crachent sur Sister Location pour ces retcons. Non, parce qu'on soit clair, depuis le quatrième match, voire le 2, mais c'est pas le propos du jour, donnez-moi l'utilité de la morsure de 87, s'il vous plaît. Parce que le Fun Guy dit lui-même dans le premier opus que ça paraissait d'être un sujet très 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 tendu de la franchise Phasier Entertainment. Mais maintenant, ça n'a servi qu'à fermer le resto du 2. Puis maintenant, celui de 1983, lui, a tout pris. Son responsable, Golden Freddy ou Fredbear, mais ça on verra plus tard, et sa victime, au lobe frontal, pendant un anniversaire. Mais allez, pour rééquilibrer la balance, go créer un débat encore plus absurde, que j'aborderai plus en détail, qui est de douter de la date donnée, qui est 1983, pour dire la morsure de celle de 87. Mais ça, la retcon pas au moins. À moins que, vous voyez, hein, même là, c'est débile, mais vous l'avez accepté. Par exemple aussi, la théorie des rêves contre celle de la chronologie complète des événements. Là encore, je comprends pas les gens qui disent que FNAF part dans tous les sens depuis Sister Location quand tu as suivi ce type de débat sur le prédécesseur. Je parle juste de la théorie des rêves. Là, je ne parle pas juste de ça, pardon. Car, franchement, que ce soit l'une ou l'autre, rien ne tendait plus vers l'une que l'autre. Qu'on soit franc. Tout le monde, d'abord, disait oui, ça s'est vraiment passé. Après, c'était un cauchemar. Et après, oh, finalement, c'est trop. Ça lui écrit trop pour que ce soit un vrai cauchemar. Donc, c'est débile. Et ça crée une multitude de possibilités coexistantes, formant des choses dites paradoxales. Qui sera. Tous les points sur ça sera. Tous les autres points seront sur ce rythme-là, puisque c'est ce qu'on reproche aussi à Sister Location. Contrairement aux idées reçues, ça vient du quatrième match, tout ça. Et puis là, cette théorie des rêves retconne toute la trilogie qui était FNAF, qui était stable et qui était résolue. Il veut vraiment empêcher ça en fait, Scott. Et vous aussi d'ailleurs. Parce que j'ai envoyé des gens qui demandaient FNAF 4 ans. En FNAF 5, Fredbear et Golden Freddy. Vous allez comprendre ce lien, mais là, c'est un des pires débats de la licence entière. C'est se dit des choses paradoxales poussées à l'extrême, parce que Scott il joue encore à l'heure actuelle. On ne sait pas si Fredbear et Golden Freddy ne sont qu'un. Encore une fois, une vidéo il sera dédiée. En parlant de notre Freddy jaune fantomatique préféré, il aura un autre débat rien qu'à lui. Le devenu de Byte victime.
Même si maintenant c'est encore pire, je l'accorde. Dites-vous que même à l'époque de Five Nights at Freddy's 4, c'était un bordel paradoxal. Vidéo dédiée en préparation. Mais dites-vous qu'à cette époque, le personnage pouvait devenir Fredbear Golden Freddy, ici c'est les mêmes à proprement parler, la marionnette, ou encore Shadow Freddy. Et ça, l'un des trois, voire deux, voire les trois, on n'en savait rien. Et comme dit maintenant, bon voilà quoi. Voilà, Golden Freddy. Il devenait lui-même un bordel paradoxal rien qu'à cette époque, avec la fin de ce match. Parce que à cette période, Bile Victim, ou un des 5 enfants morts, pouvait le hanter. Voire les deux. Mais là, on peut dire que ça bloque quoi. Et c'est pas un petit truc qui change des masses la franchise. Ça changeait littéralement tout. La boîte de Pandore. La boîte de FNAF 4. On se calme. Oh bordel de merde, cette boîte, tant de choses en une, et je ne parle pas que de son contenu, si vous voyez ce que je veux dire. Elle aussi, à son tour, aura sa vidéo et des possibilités faramineuses, juste de ce qu'il peut y avoir dedans. Il y a rien. Fred Blush. Rien n'est moins clair, car peut-être que tout, ça peut être tout et n'importe quoi, comme la pupette, l'esprit de l'enfant qui est Antoine Freddy, alors que Sister Action pourra donner une raison, déjà trop, mais dit trop futuriste. Ça donne une réponse à ce que vous vouliez savoir. C'est incroyable comme vous le reniez. Nightmare Balloon Boy, lui, est par contre un cas. Il a été canonisé en live. Il y a vraiment un live, Scott a dit ouais il est canon en fait. Parce que, en fait, il devait être de base dans l'opus. Oui. Mais finalement il l'a rajouté à là un point. Qu'il a sorti en même temps que la version Halloween. Donc, c'est une erreur légitime. Oui. Mais en fait non, parce que les gens se plaignent que Scott a canonisé Sister Location au bout de chemin, alors qu'ici, justement, non. La peur de Bile Victim, sacrée histoire. Ça, parce que la thématique de l'opus, ça reste un truc assez stable. Eh ben non, parce que on ne sait pas de quoi il a peur. Et ça peut être des costumes jaunes. Non, pas eux. Oui, voilà. Les costumes à Swing Dog. Voire des costumes en général. Mais il cauchemarde techniquement de Nightmare Balloon Boy. Donc des humains. Alors, peut-être. Mais pourquoi ne peut-il pas aller dans la pizzeria alors que dehors, oui, là où il n'y a que des humains? On ne comprendra pas non plus. Et le mercantilisme de FNAF. Cette idée, là encore, je comprends. La marque Five Nights at Freddy's s'est beaucoup plus divisée médiatiquement avec Five Nights at Freddy's Sister Location, je l'accorde. Mais comme dit, dès l'opus sort, il a son merchandising et ceci ressort avec un éditeur. Je suis d'accord. Mais parlons de ce livre justement, car il est sorti le 22 décembre 2015. Donc déjà peu après Five Nights at Freddy's 4. Mais surtout que son histoire est liée à une retransmission médiatique de l'histoire de Five Nights at Freddy's. Je l'ai plutôt divisé en disant cela, si c'était pas déjà assez le cas, mais c'est une adaptation romanesque à proprement parler de l'histoire de Five Nights at Freddy's 1 à 3. Et justement, il est possible que ces deux médias ont été faits en collision, sans pour autant avoir les mêmes liens. Ça, il faudra The Twisted Ones pour avoir ce lien dans les bouquins, bien sûr. Je l'avais déjà dit en plus. Alors je sais que j'en vois qui me disent « Ah ouais, mais t'as pas parlé de The Twisted Ones ». Alors, je n'ai pas parlé de The Twisted Ones, parce que c'est plus un bouquin et que ça serait avec de la semi-canonisation, qui est un truc que je parlerai plus tard. Du coup, c'est pas un truc qui est vraiment abordé sur la chaîne. Faudrait attendre pour ça. Aussi, ce qui va se passer, c'est que, par contre, j'ai parlé de Ed Pontel. Mais lui, j'ai pas parlé avec le terme du semi-reboot. Enfin, pas encore. Parce qu'il y aura une petite blague à la fin. Comme ça, vous le sachez, pardon. Et c'était le truc le plus étroit qu'on pouvait faire entre les deux opus. C'est vraiment. En tout cas, aussi pour ceux qui disaient oh mais t'as pas lâché sur Sister Location, rassurez-vous, l'opus va bien morfler quand ça sera de lui que je parlerai. Et je pense que c'est tout.
Ah non, il manque, je parle bien sûr de cette petite pause. Non, il manque aussi le fait que non, je n'ai pas parlé spécifiquement du lore de FNAF 4 et Sister Action, parce que ça sera sur leur vidéo dédiée. Là, ça sera la théorie à la Goldwood, je pense, où je vais faire un par opus et qu'après il y aura des regroupements comme les FNAF, et qui sera une vidéo, la prochaine vidéo concept, si je ne me trompe pas, concept théorie je crois. D'ailleurs, si j'ai bien toutes les miniatures et tout, je vous les balance, voilà. C'est du spoil pur et simple, mais normalement c'est bon. Ah oui, je pense aussi que cette vidéo sera divisée en deux, comme je l'avais dit, la FNAF 4 à 5 ans, youhou. Bah, cette vidéo, il y aura deux parties, la deuxième sortira quand Sister Location aura 4 ans. Donc là, je viens du passé, on est le 19 juillet 2020, et Sister Location a 4 ans, youhou. Et cette vidéo sera du coup, comme je l'ai dit, divisée en deux. Du coup, les 3 premiers chapitres sortiront le 23 juillet 2020, et la deuxième partie sortira le 7 octobre 2020. Voilà, comme ça, vous savez les dates. L'heure, je sais pas encore, on verra, mais c'est vraiment pour montrer justement que les deux opus sont différents mais pourtant liés, et que les 3 premiers sont les meilleurs bien sûr. Et qu'est-ce que va contenir cette seconde partie? Techniquement, elle portera avec le 4e chapitre et la conclusion. Cette partie-là que je suis en train de faire, elle paraîtra avec les 3 premiers chapitres pour expliquer la transition et tout. Mais non, il y aura, je pense, une vidéo regroupant les deux parties qui, elle, sortira pour faire un mélange des deux le 23 octobre 2020. Ouais, c'est assez galère finalement, mais au moins c'est cool. Bon, bah, avec tout ça, on vous laisse. Moi, j'ai d'autres occupations à faire, comme la conclusion que je vais faire juste après ce message, mais qui sera diffusée après les aléas du temps. Et là, le truc, c'est que là, c'est assez galère, et en fait, on va faire la raison canon, tout ça. Ça serait le fait qu'il commençait à avoir des problèmes de connexion, et que ça montrerait ce qu'il y avait. Je pense même que je vais devoir faire l'introduction de la deuxième partie pour expliquer tout ça. Donc une introduction et une conclusion à la suite. C'est très très logique tout ça, bien sûr. Bonjour à tous, c'est Goldwood. Je suis crevé. Et en plus, je viens de découvrir un truc. C'est que ma vidéo qui était sur le lien éternel entre Five Nights at Freddy's 4 et Five Nights at Freddy's Sister Location a été boostée qu'à moitié. Ça devrait déjà les ravages du Covid back, parce que comment dire que je vous avais quand même prévu une longue vidéo. Donc là, malheureusement, elle est divisée en deux, et en plus, vous avez dû attendre tellement longtemps pour avoir cette deuxième partie. Bon, je pense que du coup, j'ai laissé ça comme ça. Il y aura deux parties, mais je pense que après, je les regrouperai les deux en comme ça, moi, ça ira de compenser, vous voyez. Je suis le pire youtubeur. Bon, au moins, je fais de bonnes théories. Ça, c'est le plus important. En tout cas, je vous dis bon visionnage de cette deuxième partie. Le chapitre 4 est la conclusion, mais qui date de 2020, je suis vraiment navré. Pour conclure, on va être objectif. Parce que avec Five Nights at Freddy's 4 et Five Nights at Freddy's Sister Location, on peut dire qu'ils ont toujours été plus ou moins liés au fil des années. Le truc, c'est que ça a formé même sur le bordel. Il faut arrêter de blâmer Sister Location pour ce qu'ils faisaient pour la licence. Alors que c'est un truc qui vient de la licence. Et c'est ce qu'on verra au fur et à mesure des théories à la Goldwood. Je crois que c'est toujours ça le nom, hein, si je me trompe. Non. Sister Location, tu penses que le vrai problème, la grosse connerie, ce serait le potentiel gâché en termes de gameplay. Un train fantôme, quoi. Ou encore même dans le lore lui-même. Je veux dire, t'as un mec avec un endo dans le corps qui change les codes pour le gerber, encore plus le sous-exploiter par la suite, c'est quand même vache. Et encore, cette sous-exploitation, c'est le concept même de FNAF, pour partir toujours plus loin. Après, pour le bordel, je l'ai démontré que le vrai souci sera à jamais le concept de semi-canonisation. J'en ai pas véritablement parlé, mais c'est le vrai souci. Et parce que il y aura une vidéo dédiée, comme pas mal de choses en fait.
Ensuite, ce qui est encore plus d'actualité, et même un rival de détail que j'aborderai dans une chaîne vidéo, le semi-reboot. Un sacré rival à la semi-canonisation quand même, hein, vous en rendrez compte. Après, pour moi, j'ai bien aimé les deux, opus à tout niveau. Le gameplay fait le taf, avec le 4 où l'ambiance est juste comme il faut, et on peut encore plus se mettre à la place du protagoniste quand on joue dans sa chambre. J'ai même trouvé que Sister Location est le plus beau Five Nights at Freddy's de toute la licence. C'est de toute beauté. Pour le lore, c'est une vérité. En vérité, une sacrée cata. Mais ça se voit que c'est exprès depuis un temps. Mais j'aime ce paradoxal, ça fait partie de moi. En plus, on va être franc, il part toujours plus vers autre chose. Donc, vraiment, que ce soit Five Nights at Freddy's 4 ou Five Nights at Freddy's Sister Location, que vous le vouliez ou non, qui ont fait ce bordel, leur liaison ne fait pas mouche. Mais dites-vous que ce ne sont que des jeux, voyons. Ta -ta -ta -ta.